Message à Aurélien Barraud. Aurélien, quand tu nous dis qu'il faut ouvrir les frontières, grandes ouvertes, honnêtement, t'es pas sérieux. C'est pas possible. Comment on peut être aussi naïf que ça? T'es censé être un grand essayiste, un grand poète, un grand écrivain, un grand journaliste, un grand scientifique, un grand philosophe. Et tu nous sors un truc aussi bête que ouvrez les frontières, comme si on n'était pas assez comme ça dans l'insécurité et la submersion. La France est au bord de l'implosion et toi tu voudrais qu'on ouvre les frontières. C'est pas vraiment raisonnable et je trouve ça indigne de toi. Par ailleurs, quand tu nous parles de quand tu nous dis qu'il y a rien dans l'espace, bah, c'est complètement faux. La matière est partout. Il y a pas un seul endroit au monde où il n'y a pas de matière ou d'antimatière. Le point commun de la matière et de l'antimatière et même de la neutralité, qui ne tient que dans l'instant, à cause des interactions, c'est qu'il s'agit systématiquement d'une masse relative, une masse variable, à densité variable. Mais même l'antimatière, substantielle j'entends, parce que on va me dire: «Oui, mais si tu mélanges si tu combines à la matière, on obtient une formidable, explosion d'énergie», je parle pas d'antimatière polaritaire, je parle d'antimatière substantielle. C'est le degré des masses qu'on change. Le rapport espace-contenu. Alors, que les choses soient bien claires, le monde est rempli de matière. Certes, une matière relative, à densité variable, mais matière quand même. C'est le même fluide partout. Tu l'as pas forcément découvert dans tes expériences parce que tu te limites aux expériences, plus qu'aux expériences de pensée. Loin de moi l'idée ou l'insinuation que tu ne pratiques pas l'expérience de pensée, mais tu te limites à quelques dogmes, à quelques dogmatismes franchement limités. Des dogmes, des principes, des expériences en général et des pseudo-constats. Parce qu'il y a le constat, mais il y a le constat dans son contexte. Alors moi, je suis là pour resituer le contexte. Question simple: pourquoi d'un endroit à l'autre du monde, les choses seraient fondamentalement différentes? Pourquoi les lois universelles ne s'appliqueraient pas partout? D'une manière générale. On peut changer la proportion, on peut changer la vitesse, la densité, on peut changer beaucoup de facteurs, beaucoup de propriétés du vide, qui n'est pas vide. On peut changer beaucoup de propriétés, mais fondamentalement, les lois s'appliquent de la même façon partout, absolument partout, dans l'infinité spatiale. Si tu veux en débattre avec moi, ce sera avec le plus grand des plaisirs que j'accéderai à ta requête, favorablement. Le débat où ce n'est pas mon talon d'Achille, loin de là. J'y suis préparé et malgré l'éventualité de tomber sur certains passages de ton discours où tu vas utiliser des termes alambiqués
très spécifiques qui pourraient m'être omis ou dont la signification m'échapperait. Il ne s'agit là que de mises à jour potentielles et honnêtement, je pense que j'en ferai pas spécifiquement les frais, parce qu'on peut très bien se comprendre dans la simplicité. Et quand bien même tu tiendrais à partir dans la complexité, ce n'est pas un problème. Je ne dis pas que j'ai un vocabulaire absolu, mais j'ai un vocabulaire qui me permet de m'adapter à l'ensemble des situations rencontrées sur le terrain. Le terrain, qu'il soit rhétorique, diplomatique, théorique, idéologique, conceptuel, politique, théologique, ou en réalité dans n'importe quel domaine. Je ne cherche pas l'affrontement, je suis juste là pour te rappeler que ouvrir les frontières, c'est une grosse connerie. N'incite pas la population à faire ça. Peut-être que toi, tu t'en fous un petit peu, je sais pas vraiment. Tu t'en fiches un petit peu du sort des occidentaux, d'ailleurs que tu sembles mépriser. Chez les occidentaux, il y a aussi beaucoup de bonnes personnes. Les occidentaux, les européens, il y a aussi beaucoup de bonnes personnes. Des personnes fiables, des personnes positives, des personnes éveillées, des personnes avec un package, un bagage. Proche de la nature, proche du poétique, que tu sembles défendre également. Donc ne jette pas la première pierre, ne jette pas trop vite non plus la pierre. Reste critique aussi envers toi-même. Réfléchis bien à la portée et à la conséquence de tes propos, parce que pour moi il ne s'agit pas de paroles dans ton discours, mais plus de propos, avec un argumentaire de bobo. Je dis ça sans méchanceté, j'ai rien contre les bobos, à part qu'ils m'agacent un petit peu. Je ne suis pas convaincu que tu en sois un, mais tu te comportes un peu comme tel. Quant à la nature du monde, sache que la masse est partout, relative ou non. Alors la grande question, ça va être pourquoi toutes les masses relatives absorbent, semblent tirer la masse en convergence de leur centre, d'agglomérat ou de corpuscules concernant la lumière. Je pense aux étoiles ou aux pulsars, qui ont aussi une gravité, qui déforme aussi l'espace-temps. Eh ben, c'est très simple. Les astres, qu'ils soient faits d'antimatière ou de matière, ont un point commun, c'est que l'univers expanse alors que tend à stagner.
Mais une chose est sûre, c'est que tout ça ne se limite pas simplement à la physique, mais aussi à la compréhension du fait que tout est vivant. Absolument tout est vivant. Conscience en éveil ou pas. Sais-tu par exemple pourquoi les expériences de mort imminente donnent un monde dans lequel les témoins affirment pour la totalité ou quasi avoir vu un monde de pureté, un monde de lumière? Bah, c'est très simple. Par relativité, quand on se refroidit, quand un corps se refroidit, ne serait-ce que par baisse de thermodynamique, exemple, un corps au soleil reste chaud par thermicité, mais en thermodynamique, la pré-genèse d'élévation thermique tend à montrer que le corps s'est apaisé. Et le fait qu'on ait un refroidissement relatif par rapport à l'environnement, par ralentissement, car rien ne s'arrête jamais vraiment, tout n'est qu'impermanence, les bouddhistes pourront te le dire, et je peux te l'expliquer. Par ralentissement, le corps subit un refroidissement relatif. Autrement dit, comme un corps que tu refroidis, comme un morceau de métal qui refroidit, un assombrissement de nature qui, par relativité différentielle, implique que l'environnement externe semble plus lumineux. Moi, je pense plutôt à une fine couche d'énergie, l'énergie de dissipation thermique, exemple, ou thermodynamique, périphérique au corps, à l'organisme latent. Alors, pour la latence, par définition, ne vous attendez pas à ce que je vous sorte un corps parfaitement immobile et stoïque. Non, la latence, c'est pas ça. La latence est par définition, un corps, une entité drastiquement ralentie, proportionnellement parlant, mais pas tout à fait à l'arrêt. Rien ne s'arrête jamais. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que les choses sont mobiles partout? Que la dynamique s'applique partout? Je vais vous l'expliquer. La dynamique s'applique partout, car si elle s'applique à un endroit et qu'on la constate, il n'y a aucune raison qu'elle ne s'applique pas ailleurs. Pourquoi? Parce que si des endroits étaient empreints au stoïcisme parfait, à la perte de dynamique, alors, dans ce cas, ils contamineraient inertiellement parlant les autres, ou plutôt anti-inertiellement, jusqu'à l'arrêt total par perte inertielle, c'est-à-dire l'énergie inercitique accumulée dans une masse en mouvement. Et depuis l'éternité que ça dure, parce que je ne crois pas en la création, et ça aussi je peux l'expliquer, si les choses avaient dû, si les entités, les corpuscules, les agglomérats, la matière en somme qui se trouve dans le volume, volume purement relatif aux coordonnées spatiales et spatio-temporelles,
Si le volume si la matière avait dû s'arrêter de bouger au bout d'une éternité, ce qui a toujours eu lieu, propre au principe d'éternité, c'est qu'il y a comme il n'y a pas de commencement, on peut trouver n'importe quel point d'origine pour les expériences de pensée, juste les expériences de pensée, car l'éternité implique pas d'origine, ou seulement par fondamentaux, c'est-à-dire une base mais qui n'aurait pas de vrai départ dans le temps, ou juste un équivalent, ou un départ par nature fonctionnelle. Là, la chose implique qu'en réalité, en une éternité, si la matière avait dû s'arrêter de bouger, elle l'aurait fait partout et depuis toujours. Rien ne bougerait. Si aujourd'hui on bouge, c'est d'une part, comme la matière est partout et qu'il n'y a pas de perte, que tout bouge de partout, depuis toujours et pour toujours. En réalité, ce n'est pas la fin qu'il y a à craindre, mais la continuité. Jouer les prolongations. Parce qu'il n'y a aucune issue. Dans un monde où les lieux sont juste relatifs, l'issue est totalement fictive. Juste conceptuelle. Pour ceux qui sont capables de l'imaginer. Mais si tu veux imaginer ce qu'est une mort parfaite telle qu'on la conçoit où tout s'arrête, essaye d'imaginer, de visionner l'incolorité parfaite. C'est-à-dire une incolorité sans opacité sur la distance, où tout resterait dans une transparence parfaite, une neutralité parfaite, une non-existence parfaite, une incolorité sans support a posteriori dans la distance. J'entends sans support chromatique, un support, un obstacle. Essayez, si la mort existe, je vous mets au défi, vous qui êtes vivant, d'imaginer ce qu'est la non-existence. Ne voir aucune couleur, n'entendre aucun bruit, ne sentir aucune odeur, ne sentir aucune température, ne rien sentir, ne rien ressentir, ne rien toucher, ne rien voir, ne rien entendre, ne rien goûter. Essayez d'imaginer ça. Si vous ne pouvez pas le faire, c'est que ça n'existe pas. La vie n'est ni un purgatoire, ni une bénédiction. Il s'agit simplement de la nature des choses. Les choses n'existent pas parce qu'elles ont été créées ou parce qu'elles ont un but. Les choses existent parce que c'est dans leur nature d'exister. Il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste l'existence, sa nature et sa fatalité par causalité.